remercier notre ami Ablaye Fodé de l'avoir initié, féliciter tous les organisateurs. Vraiment me réjouir de nous retrouver devant un panel aussi grand écrivain, aussi bien. Je crois d'ailleurs on a fait des écrivains, soit des romanciers, des novelistes, des poètes. Voilà, mais en tout cas, on a des écrivains. On a d'abord M. Guy Alice, donc de la France, qui est poète, littéraire et chroniqueur, qui est auteur d'une œuvre riche, importante, marquée notamment par de précieuses distinctions. Il a écrit des livres de jeunesse, des biographies, et aussi des autobiographies, et a collaboré à plusieurs ouvrages. Bon, si les présentations ne sont pas complètes, les auteurs pourront aussi apprendre la parole complète de ces présentations. Madame Isabelle Kalanda est une poétesse québécoise qui a aussi reçu des distinctions pour son œuvre. Elle a été, il faut la préciser, directrice générale et artistique du Festival de la poésie de Montréal. Madame Gaëli Amal est camerounaise de nationalité. Elle est notamment lauréate en 2020 du prix concours des lycéens pour les impatiences. Elle a obtenu aussi bien d'autres prix prestigieux, notamment en 2019 du prix de la presse panafricaine de littérature. Et a été la première à inscrire son nom au palmarès du prix Orange du livre en Afrique. Son œuvre est marquée par un fort engagement pour la cause des femmes, notamment en Afrique subsaharienne. Madame Sokhna Benga est écrivaine sénégalaise, écrivaine très prolifique, romancière principalement, mais aussi auteur de livres pour enfants, poétesse, nouvelliste, éditrice et scénariste. Elle a obtenu de prestigieux prix, distinctions plutôt, notamment le Grand Prix de l'État pour les lettres avec la Balade du Salvador. Elle est aussi organisatrice d'ateliers d'écriture, mais aussi d'événements littéraires. Elle a aussi un pied dans la vie associative et sociale. Mais elle est surtout dans sa vie professionnelle, spécialiste en droit maritime. Elle est directrice d'une agence, au ministère en charge de l'économie maritime. On voit bien que le poète disait qu'on livre toujours toucherait à la mer, donc quand livre toucherait à la mer mène à tout la parole. Monsieur Cheikh Oubarek Ould de la Mauritanie est un écrivain journaliste mauritanien, lauréat prestigieux prix littéraire, notamment en 2016. Il a reçu le prix Amadou Kourouma, prestigieux, et le prix de roman métis des lycéens pour le tambour des larmes. Je vois que récemment, il a été aussi finaliste du prix Orange du livre en Afrique, qui a été décerné le 14 juin, ici même à Dakar, une musée de civilisation noire. Voilà, pour résumer rapidement, une présentation des auteurs. Maintenant, pour revenir au thème, l'écriture passerait en l'écriture, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une affirmation ou une interrogation. Parce que sur le programme, je n'ai pas vu de point d'interrogation, mais j'imagine que c'est une interrogation. La littérature, on l'a dit tout à l'heure, est une activité individuelle, solitaire, qui vise l'âge public, mais qui tend surtout à l'immortalité. Là, comme disait André Malraux, de manière générale, est un intéressant. Si la littérature est une passion entre les cultures, cela signifie-t-il que l'écrivain a vocation à être naturellement transmetteur d'une ou de cultures qu'il porterait nécessairement? Première question. Deuxième question. L'écrivain est-il le symbole le plus achevé de sa culture d'origine? Qu'est-ce d'ailleurs une culture d'origine quand les écrivains, devenus de plus en plus de grands voyageurs, des migrants de nouveaux genres, sont finalement le produit de toutes les rencontres qui imprègnent les œuvres? Troisième question. La littérature a-t-elle nécessairement vocation à établir des ponts de douceur, à favoriser la compréhension et l'acceptation mutuelle? Et quel rôle dans tout ça pour la traduction? La littérature n'est-elle pas parfois déclencheuse ou porteuse de conflits latents ou potentiels entre les cultures? Le texte littéraire en lui-même ne renferme-t-il pas en son essence de conflit? Autrement dit, n'est-il pas fondamentalement un terrain de conflit? Conflit entre tradition et modernité, entre des valeurs et des visions du monde différentes. Peut-on encore croire aux vertus de la conciliation, ou plutôt aux vertus de conciliation et de réconciliation de la littérature par rapport à des conflits qui se déroulent dans le monde réel? La littérature a-t-elle, dans cette perspective, un pouvoir thérapeutique?
cathartique, d'apaisement des différends et des cœurs. N'assigne-t-on pas finalement un pouvoir trop important au rôle de l'écrivain dans la société, dans les contextes où l'analphabétisme dominant, où l'accès au livre et à la culture en général est réservé à une minorité? Donc nous avons voulu poser le problème sous forme de questions. Et on espère que nos brillants auteurs qui sont là, soit apporteront des début de réponse. Quelqu'un a dit tout à l'heure, ce qui est important dans l'éthique, c'est la suggestion. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est quand on suggère que les possibilités de sens s'ouvrent. La suggestion, Flaubert disait qu'il faut éviter de conclure. Voilà. Quand on conclut, on enferme. Et quand on enferme, on tue. Et quand on définit, on tue. Parce qu'on définit, on enferme. Donc la suggestion est certainement la meilleure des postures. Voilà, je ne vais pas être long parce que mon temps est finalement très court. Je voulais commencer. Bon, on a, je crois, une prédominance des dames. Maintenant, on est maintenant dominé par les femmes, on est obligé de repasser la parole. Je vais commencer par la bouche avec Madame Dieyla Abdallah. Je vais me faire plaisir de lui passer la parole. Madame Abdallah, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, je suis flattée. En fait, je voulais filer le micro à ma voisine, mais elle a prétesté que c'était la teranga. Pour me laisser me lancer la première. C'est pas sympa. Je pensais que les Sénégalais étaient hospitaliers. Bon, c'est son nom qui a fait ça, c'est son nom. Enfin bref. Le modérateur a posé aussi beaucoup de questions, donc du coup je suis totalement perdue. Mais quoi qu'il en soit, moi, bon, quand j'ai vu le thème, bien entendu, ma première réflexion c'était « Ouh là là, pourquoi Abdoulaye me fait là tout le temps ?» Bon, mais ensuite, j'ai bien aimé tout simplement parce que j'ai retenu le mot « passerelle ». Et ensuite, le partage de la culture, tout simplement. Donc, comme vous l'avez dit, je suis du Cameroun, plus précisément de l'extrême nord du Cameroun. Et dans ma ville natale, il n'y avait aucune bibliothèque et aucune librairie quand j'étais petite. Donc, je n'étais pas censée lire et encore moins écrire et être ici. Donc, j'ai découvert déjà la lecture par hasard. Mais le jour où j'ai ouvert mon premier livre, ça a été pour moi tout simplement l'entrée dans un univers, non seulement que je ne connaissais pas, mais pratiquement un univers pratiquement magique. Tout simplement parce que j'avais lu également un livre qui se passait dans une forêt enchantée en Irlande, où dans les arbres, il y avait des maisons avec des fées à l'intérieur. C'est très très éloigné du conte de ma grand-mère, ça c'est sûr. Bon, mais quoi qu'il en soit, quand j'ai commencé à avoir mes premiers émois de femme, j'ai eu la chance de tomber sur un livre. Et c'est ce livre qui m'a bouleversée et qui a changé complètement ma vie. Et ce livre, c'est Une si longue lettre de Mariam Abba. Une si longue lettre de Mariam Abba parce qu'en ouvrant ce livre, malgré le fait que ce soit écrit quand même avant ma naissance, que ce soit un livre qui soit écrit au Sénégal, donc très éloigné quand même, assez éloigné du Cameroun, c'est un livre où je me suis retrouvée. Et c'est un livre qui m'a inspirée et qui m'a donné vraiment l'envie d'écrire plus tard et de pouvoir partager aussi bien, non seulement mes émotions, mais également ma culture. Quand j'ai écrit Les Impatientes, je pense que ce qui m'a le plus marqué et ce que j'ai voulu le plus transmettre, c'était cette culture-là. Cette culture-là où, par le biais de l'écriture et de la littérature, peu importe où se trouve le lecteur, peu importe dans quelle langue il va lire le texte, il ne lui restera finalement que ce qui devrait rester, c'est-à-dire l'universalité et l'humanité. Tout simplement, donc, ce qui nous relie tous en tant qu'êtres humains et ce que nous avons en partage. Mais il m'est également resté une chose, quand je rencontre
une lectrice en Allemagne qui a lu le livre en allemand, mais qui me dit quand même dans ma langue Peul, Mounial. Donc je crois que je vais m'arrêter là et après je vais piquer les idées des autres. Merci beaucoup, madame. On va passer peut-être. Parce que pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Elle a déjà le micro, donc on donne la parole. C'est vrai que c'est toujours un honneur d'être parmi des collègues écrivains. Et je le répète tout le temps, quand je vois Boris, je suis contente. Parce que, je le dis tout le temps, parce que quand je suis arrivée à l'écriture, c'est lui qui m'a tenu la main, qui m'a donné le courage, parce que j'étais très jeune, d'aller de l'avant. Et c'est vrai que l'écriture, pour moi, c'est quand on parle de passerelle, je parle d'abord de plusieurs... je pense d'abord à trait d'union, à amour, générosité, partage. Je pense aussi au choix. Parce que on écrit parce que c'est vrai que par moment, moi je dis que l'écrivain est un orfèvre des mots. Et l'amour qu'il a de ce choix, de cette écriture, il peut le transmettre aux autres. Et quand il le transmet aux autres, cela devient source de mélodie ou de dissonance. C'est vrai que l'écrivain peut créer des passerelles, l'écriture, mais aussi elle peut détruire. Tout à l'heure, je taquinais un peu en parlant de Mein Kampf. Il y a des ouvrages qu'on connaît qui sont célèbres et qui ont détruit l'humanité, quelque part. Parce que le centre de toute la discussion, c'est l'humanité. Et cette humanité fait que nous allons de l'avant ou pas. Nous allons vers l'autre ou pas. Nous acceptons l'autre ou pas. Nous acceptons sa différence, sa diversité. Nous acceptons tout simplement ce miroir de nous-mêmes. Pour moi, l'écriture, elle est capitale. Elle est comme je dis, l'air que je respire. Et j'ai cette position, c'est vrai, d'écrivain, donc qui joue avec les mots, qui essaie d'aligner des mots derrière d'autres mots, créer des murmures de mots. Mais aussi, j'ai eu cette chance d'animer pendant des années, parce qu'on parle beaucoup de la littérature d'exil. On a parlé de l'exil tout à l'heure. Et j'ai vécu en Europe pendant presque 10 ans, où j'étais vraiment loin de tout. Et là, je me suis encore accrochée à l'écriture, à travers les ateliers d'écriture que j'animais avec aussi bien les prisonnières qui étaient à la prison des femmes de Fleury-Mérogis, que avec les réfugiés du Rwanda, de Bosnie-Herzégovine, de Bosnie, etc. Où je me suis rendu compte que l'écriture, au-delà de ce caractère de publier des ouvrages, d'apprendre quelque part, de donner à l'autre le meilleur de nous-mêmes, l'écriture pouvait avoir une nouvelle dimension. C'est-à-dire cette dimension qui nous permet de comprendre l'autre, de savoir que derrière chaque visage, il y a une douleur. Et de toutes les douleurs, je pense que ça a été, celle que j'ai vécue le plus durement, ça a été ces réfugiés qui venaient de Bosnie à l'époque, ou qui venaient du Rwanda. Et on était obligés de faire ce travail avec eux, c'est de les amener à parler de leur douleur. J'ai fait ce même travail avec les victimes du Jola, les rescapés. Et c'est là qu'on se rend compte que l'écriture, quand même, au-delà du fait qu'on parle de plume ou de verbe, il y a aussi l'action qui est capitale. Et je pense que c'est là que j'ai pris le virus, ce virus qui ne me lâche plus, qui est devenu presque toxique. C'est ce virus qui me pousse quelque part à me dire que peut-être l'écriture sauvera beaucoup de gens. Et c'est peut-être ce qui explique mon action de tous les jours, à travers les activités dont il parle, où j'amène les écrivains vers les populations en détresse, vers des populations défavorisées, pour leur apprendre
pour les aider à partager cette générosité qui est déjà présente dans leur plume. Pour moi, l'écriture, ce n'est pas seulement le livre que je laisse aux générations futures, mais c'est au-delà. Parce que je dis tout le temps que l'art est générosité. Personne ne peut se prétendre écrivain s'il n'est pas généreux. Nos aînés ont été généreux avec nous. Nous devons transmettre aux plus jeunes cette même générosité et leur donner la force de partager à leur tour, de transmettre à leur tour. Pour moi, c'est important l'écriture parce que je suis femme, je suis enfant d'écrivain. Mon père était plus dans la bande dessinée. Mais pour moi, l'écriture, c'est d'abord cette main tendue vers l'autre qui lui dit que, quelle que soit la douleur que tu as en toi, tu peux l'exorciser par la plume. Parce que la plume, c'est la magie d'abord. C'est comme ça que je l'aperçois, l'écriture. Pour moi, c'est cette passerelle indispensable, ce trait d'union indispensable dans le dialogue des cultures, des cœurs, des âmes, de l'humanité en règle générale. Ce dialogue dont nous avons tant besoin en Afrique, c'est vrai que dans les discussions précédentes, nous avons beaucoup parlé d'exil, nous avons beaucoup parlé de cette douleur africaine. Elle est présente, elle imprègne partout. Parce que tout simplement, peut-être quelque part, nous avons oublié que dans ce continent que David Diop disait, l'Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Moi, je parle de l'Afrique de ma grand-mère Bambi aux lèvres tatouées de bleu. Je parle de cette Afrique puissante qui n'a besoin que d'une chose, au-delà de la plume et du verbe, passer à l'action. Et bien sûr, cette action sera la nécessaire thérapeutique. Je ne parlerai pas de renaissance parce que pour moi, l'Afrique n'a jamais été morte. L'Afrique, quelque part, elle est là, cette grande dame pleine de sagesse, qui n'attend de son peuple qu'une chose, un regard, un simple regard. Merci. Donc, on a l'écriture comme passerelle entre l'écriture, la littérature comme thérapeutique, mais aussi pour tisser le lien social. On va voir le côté à droite, qui sont les avis par rapport à ces questions-là. Est-ce qu'il y a des avis complémentaires? Vous allez dans le même sens, est-ce que vous avez d'autres propositions à faire en fonction de vos parcours personnels, en fonction de vos lieux d'origine ici? Parce qu'on a le Canada, la France et la Moitié. Madame, allez-y. Oui, bonjour, bonsoir. Alors, je suis très émue de m'adresser à vous aujourd'hui. Merci donc de m'avoir invité à la Codée indienne, d'avoir invité tous ses amis. C'est extrêmement émouvant pour moi de partager ce moment avec vous. Donc, depuis ce matin, cette belle journée. On a soulevé plusieurs questions dans l'introduction au sujet. Plusieurs questions qui partagent des passerelles par rapport à l'internationalisation des thèmes. Et puis par ailleurs, concernant la durée de vie d'une œuvre, si on la voit encore comme immortelle, ou en tout cas importante après la mort de l'auteur. Et ensuite, bien sûr, le contexte culturel, effectivement, le Québec, comme province francophone dans un Canada anglophone, vit aussi un isolement. Et je dirais qu'il y a une espèce de vacuum, un peu comme on l'a expliqué dans la table ronde précédente, concernant la critique. Alors, le bagage littéraire en soi n'est plus aussi actif, présent dans la société en général. Ça, c'est un aspect qui vient intervenir à plusieurs plans, selon moi. Par ailleurs, la question de l'internationalisation des thèmes, c'est vrai que le monde des arts visuels vit la même chose depuis 20 ans aussi, peut-être même avant que la littérature me lie de manière aussi importante. Enfin, donc, la question de la durée dans le temps.
On sait que, bon, le marché du livre, les conditions de production et de distribution-diffusion ont beaucoup changé justement au cours des années 80 dans le domaine francophone en France. Donc, les maisons d'édition sont devenues de grands groupes et sont devenus des grands groupes cotés en bourse. Et ça a commencé à faire changer les attentes des propriétaires et la façon de prendre en compte le bénéfice par rapport à des livres publiés. Donc, on était moins dans un temps long ou moyen d'une vie d'auteur avec lequel on prend une chance, un risque, et puis donc plutôt dans un temps court, une année, parce que des gens qui ont des actions. Les actions, c'est dans l'année que ça va se passer, et donc c'est dans l'année qu'il faut produire des revenus, des revenus sonnants et trébuchants. Alors, les attentes, la façon de s'adresser au lectorat, les thèmes, la façon de mettre en marché, le contrôle du marché, tout ça a modifié les livres qui ont été privilégiés, les auteurs qui ont été mis de l'avant peu à peu. Et ça, c'est vécu, en tout cas, très fortement chez nous, même si, là, il n'y a pas beaucoup de Québécois ici, je suis la seule. Ça serait peut-être plus franc si je le disais au Québec, mais il reste que il y a un regain pour la littérature québécoise au Québec depuis quelques années. En même temps, c'est une littérature très, très populaire, mais populaire dans un sens d'une langue plus affaiblie, avec beaucoup d'anglicisme, avec des structures, des phrases donc plus faibles. Et donc, on s'adresse à un public qui, effectivement, n'a pas un gros bagage littéraire. On revient à cette dimension-là. Au Québec, l'éducation nationale ne prévoit que très peu de lecture de livres purement et simplement au programme scolaire, du primaire, au secondaire, au cégep. Donc, ce bagage est effectivement très mince si on s'appuie seulement sur les acquis au sein du milieu scolaire formel. Alors, la littérature, en ce moment, elle répond à cette transformation du lectorat qui lit davantage, mais à propos de thèmes. Alors, ça va être davantage autour de questions sociales, questions d'intérêt large, et moins un travail littéraire en soi, moins un travail de changement sur la forme et de changement de promotion, de changement d'une vision du monde. Donc, oui, une internationalisation des thèmes, mais c'est pour aller vers une facilité, des formes plus faciles et vendre plus rapidement. Donc, j'y vais à grands traits, mais je dirais que, effectivement, c'est pas parce qu'ils se vendent davantage de livres que c'est un avancement. Et la durée de vie de ces livres, donc, on peut se questionner sur ce qui va arriver à ces livres, effectivement. S'ils sont en correspondance avec un goût du jour qui va changer à l'intérieur des 4-5 ans. Donc, c'est un contexte complètement différent. Donc, après le décès d'un auteur, ça prend un éditeur qui croit dans ses auteurs et qui prend des chances pour les mettre de l'avant, pour les promouvoir, qui prend du temps. Au Québec, là, la question des grands groupes, il y a quand même eu un écho du mouvement français par rapport à des fusions de maisons d'édition. On a connu ça aussi en librairie et en édition. Donc, les libraires, les chaînes, on a surtout une grande chaîne. Et cette grande chaîne, les livres sont dans les entrepôts. Alors, ça veut dire que la loi du livre qui existe chez nous, qui est très bien soutenue et subventionnée,
les livres sont dans les entrepôts et non pas sur les tablettes. Alors, ça veut dire qu'il y a une moins grande diversité de livres sur les tablettes des libraires. Parce que si on dit qu'à l'école, il y a peu de livres qui sont lus, peu de grands classiques, il faut bien trouver les livres en librairie. Donc, c'est un peu là, de mon côté, que je voulais vous amener dans l'observation d'un marché du livre qui a déterminé beaucoup, finalement, ce qui circule chez les plus jeunes générations, particulièrement. Je dirais les 35 ans, 40 ans et moins, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes auteurs, encore du côté québécois. Merci. Bonjour tout le monde. Alors d'abord moi aussi je tiens à vous faire part de mon émotion d'être là aujourd'hui. Il y a 45 ans je rêvais de venir passer quelques années au Sénégal. Voilà. Vous allez voir pourquoi très vite après. Je le dis déjà une première fois parce que j'admirais un certain Léopold Sédar Senghor, voilà, que je lisais beaucoup. Et que j'ai eu la chance de rencontrer, alors pas à Dakar, puisque je ne suis pas venu à Dakar à l'époque, mais à Verson, où il habitait aussi, et où j'avais interviewé. Et j'ai ensuite participé à un colloque sur lui en 86. Donc ça me rajeunit de 40 ans, voilà. Ou ça me vieillit de 40 ans, je ne sais plus. Alors, quelques petites remarques qui seront forcément décousues. On s'aperçoit avec les trois interventions précédentes que les angles d'attaque sur cette problématique peuvent être très très divers et parfois surprenants. C'est une poète qui fait une analyse économique du livre. Je m'y attendais pas, Isabelle. et donc, ben oui, effectivement, ça rentre dans la question. Alors, il y a des petites observations à moi. Déjà, la formulation des questions, j'imagine, il y a 150 ans, allez, mettons, à l'époque de Jules Ferry, à l'époque du colonialisme, des colonisateurs. Je rappelle que Jules Ferry, qui a créé en France l'école laïque et obligatoire, était un grand colonisateur dans l'âme. Hein, donc, je ne suis pas fier, ça ne me rend pas fier d'être français, très franchement. Mais à cette époque-là, la question était-elle possible? Une passerelle entre les cultures. Pourquoi? Pourquoi la question n'était pas possible pour un colonisateur? Les cultures, ça n'existait pas. Il y avait la culture, il y avait la civilisation. Et on se donnait bonne conscience en disant qu'en Afrique, eh bien, on allait apporter la culture et la civilisation. Donc, rien que la formulation de cette question, de cette problématique, est très très importante. Et alors, donc, moi, ça me renvoie à 40 ans en arrière. Il y a 40 ans, c'est quasiment jour pour jour, hein, c'était à l'été 82. Je rencontre Senghor, avec qui je correspondais un peu, et c'était pour une interview. Donc, il avait accepté l'interview. Alors, j'étais jeune, je n'avais pas 30 ans. Voilà. À 30 ans, on est un peu présomptueux. Je suis heureusement devenu, j'espère, un peu plus modeste. Et je ne voulais pas faire une interview de complaisance, malgré mon admiration pour lui. Et je l'ai pas mal titillé sur ce que j'appelais des contradictions, sur son évolution aussi. Voilà. Le chantre de la négritude, qui, à la fin de sa vie, vante les bienfaits du métissage, ça m'interpellait quand même pas mal. Les bienfaits du métissage, à la suite de Ruffier, de Jean Bernard, voilà, c'était un mot qu'il employait quasiment autant, sinon plus que le mot négritude. Et donc, ça m'interpellait. Hein, et puis, m'interpellait aussi, ce qui n'est pas sans lien avec cette passerelle entre les cultures, il me parlait du dialogue des cultures,
et il me parlait de la civilisation de l'universel. Expression qu'il avait prise à Pierre Teilhard de Chardin. Donc, pour moi, il y avait des contradictions. Je l'ai taquiné, voilà, à ce sujet-là. Et il a répondu avec ce mot à lui. Alors, je pourrais éventuellement vous répondre ça. Toujours est-il que, voilà, pour moi, ça pose problème. Et en même temps, il faut aussi rentrer dans son argumentation. Donc, j'y reviendrai peut-être après. Maintenant, autre approche que je peux avoir de cette thématique, c'est une approche de poète. Voilà. Alors, déjà, première approche, alors très très humble. Les poètes, en France, ils ont au maximum quelques centaines de lecteurs. Bon, on imagine que les retombées des poètes sont très très minces dans ce dialogue entre les cultures ou entre les lecteurs, parce qu'on peut aussi avoir un premier étage dans ce dialogue entre les lecteurs. Alors, le poète, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'écrire pour le poète? Je parle du métier, je dirais, que je connais, ce métier qui consiste donc à écrire des poèmes. Écrire des poèmes, c'est quoi? Pour moi, si Isabelle sera d'accord avec moi, mais c'est un creusement. Et là, je retrouve un peu Sangor d'une certaine façon, c'est un creusement dans le singulier. Dans le singulier et j'irai plus loin dans l'intime. Voilà. C'est-à-dire que on n'est pas du tout, quand on écrit un poème, dans des perspectives de dialogue entre les cultures, de passerelle entre les cultures. Enfin, je ne crois pas que dans notre tête, on y pense un seul instant. Moi, j'écris pour creuser dans l'intime, au fond de moi-même, et alors, en même temps, bien sûr, j'imagine, je dirais, un lecteur qui pourrait m'écouter, qui serait une espèce d'ami inconnu, avec qui je rentrerai en dialogue. Ça, je crois qu'il faut toujours l'avoir en tête, ne serait-ce que pour être lisible. Nous en avons parlé ensemble. Donc, c'est important, effectivement. Alors, le dialogue entre les cultures, cette passerelle entre les cultures, ça me rappelle donc fortement Léopold Sédar Senghor et sa civilisation de l'universel, et l'expression que lui employait, c'était le dialogue entre les cultures. Et donc, je crois qu'effectivement, c'est quelque chose d'important, d'absolument nécessaire, mais je dis que nous, en tant que poètes, on a peu de pouvoir là-dedans, effectivement, et c'est quelque chose de très très difficile, effectivement. Maintenant, ça nous renvoie aussi à ce qu'on a vu ce matin. C'est-à-dire que entre les cultures, qu'est-ce qui se passe, et dans la littérature, qu'est-ce qui se passe, il y a aussi conflit. Et donc ce dialogue, cette passerelle, elle ne pourra pas ignorer les conflits. Il faudra que peut-être elle les sublime, je ne sais trop, elle les transforme, mais les conflits, s'il faut y avoir dialogue, si l'on veut avoir dialogue, ces conflits devront être assumés, déclarés. Sinon, il n'y a pas de dialogue véritable. On élude simplement les problèmes. Donc c'est pour dire que cette passerelle, eh bien, naturellement, elle est aussi problématique, tout simplement. Voilà. Quelques pistes, je rebondirai peut-être après, ou vous rebondirez peut-être après. Voilà. Oui, parce que j'ai passé le mot directement. Voilà, moi cette question de quoi ça m'interpelle pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que toute littérature, que toute vie réelle est métissage. Aucune société
ne peut rester elle-même. Aucune société ne peut survivre s'il n'y a pas de, si elle ne regarde pas ailleurs, si elle ne tend pas la main ailleurs. Comment dire, l'endogamie parfaite tue les sociétés et tue les tribus. Donc, le métissage est la forme normale et la forme idéale de la vie. Et que nous sommes tous plus ou moins métissés. Même en Afrique, on est métissés entre ethnies différentes, entre tribus différentes. On est métissés. Le métissage est la règle de la vie. Et le métissage aussi, on peut être. C'est aussi des cultures complètement différentes. Et ça ne crée pas forcément de conflit. Moi, j'ai une grand-mère malienne, j'ai un grand-père marocain, je suis mauritanien. Je me sens nullement tiraillé entre tout cela. Je me sens tout à fait moi-même. Comme au sein de ma société qui est naturellement, je suis dans une société qui est naturellement métissée. Nous avons une musique en fait malienne, nous avons une poésie arabe, nous avons une danse qui est aussi africaine. Il y a une culture qui veut s'affirmer, est une culture plurielle. Et la culture en elle-même passerelle. Et d'autant plus qu'en littérature, la littérature est une passerelle idéale. Moi, quand je lis des œuvres d'Amérique latine, parfois je me retrouve de vieilles coutumes que je croyais proprement africaines. Par exemple, j'ai lu dans Garcia Marquez, comment ça s'appelle, Gabriel Garcia Marquez. que voilà une femme qui elle attendait la quarantaine pour pouvoir. Et ça, c'est chez nous aussi. Je ne savais pas qu'en Amérique latine, il y a cette manière d'attendre la quarantaine pour pouvoir. Il y a même des habitudes de peinture du visage que j'ai rencontrées dans un américain. J'ai dit que la littérature peut aider à l'union du peuple. La littérature est union, la littérature aussi message. Donc, cette idée de la littérature passerelle est pour moi tout à fait naturelle. La littérature elle est passerelle ou elle ne l'est pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes qui sont dégagées. Je retiens l'idée passerelle du pont, de la passerelle du pont qu'on jette entre les cultures, mais aussi l'idée de lieu commun. Parce que ce que je viens de dire, la littérature est un lieu commun, c'est-à-dire un lieu de rencontre. Parce qu'en réalité, ce qu'on peut penser comme la culture d'un autre, c'est s'identifier à notre propre culture. Parce que la littérature, finalement, révèle la permanence de l'humain. Et d'ailleurs, ce n'est pas contradictoire avec le poète, parce qu'en réalité, même si le poète pense de dire que son moi profond, ces émotions profondes ne sont pas auteurs de culture, en réalité, un lecteur peut s'identifie à son moi profond. Et donc, c'est toujours cette permanence de l'humanité qui est là. Je vois ce que son disait aussi par rapport à la générosité. C'est noir. Si le créateur, le vrai créateur, est généreux, forcément, la passée va exister. Voilà. Donc, je pense que la littérature combat tout ce qui est désir de purification. Que ce soit la purification ethnique ou tout autre type de purification, puisqu'en réalité, l'identité n'est pas une donnée. L'identité n'est pas une donnée, mais une dynamique. Donc, puisque c'est une dynamique et se nourrit de nos différentes expériences, vous avez dit, on peut être sénégalo, marocain, camerounais, égyptien, mais on est à l'aise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit interne entre nous. Et même ceux qui se sentent, entre guillemets, d'un seul tenant, ne le sont jamais. On n'est jamais d'un seul tenant. Voilà. On n'est jamais d'un seul tenant. Souvent, on ignore l'ensemble des sédimentations dont on est le produit, mais on n'est jamais d'un seul tenant. Et tout ce qu'on fait ressortir, c'est quand on est créateur, et finalement, le produit de tout cela. Donc, par contre, il y a quelque chose que je m'attendais à entendre. C'est vrai que Mme Courtois a évoqué l'aspect économique, dont on n'a pas parlé. Effectivement, c'est important,
parce que ça pose la question de l'évaluation même du texte littéraire. C'est-à-dire qui est chargé d'évaluer, ça de poser une hiérarchie du texte littéraire. Si vous écrivez un roman dont la littéralité est problématique, mais qui devient un succès populaire, à quel niveau on va le placer? Parfois un roman, bon, peut-être qui est très littéraire, mais qui lui peut-être pas. Voilà, ça pose problème. Et le roman qui a un succès populaire va mieux se vendre. Et va davantage intéresser les actionnaires. De plus en plus, on tend au regroupement. Des grands groupes qui tuent un peu les maisons d'édition individuelles. Donc, ces questions-là sont importantes. Par contre, je m'attendais à ce que Madame du Québec dise ce qu'elle n'a peut-être pas dit avant, si je me trompe. Le Québec est un îlot francophone dans un océan de pays anglo-saxon. Est-ce que la littérature québécoise n'est pas aussi un outil de résistance, on appelle de résistance tout à l'heure, en tout cas de revendication, par rapport à cet îlot anglo-saxon? Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Je pose la question avec une réponse très succincte. Oui, effectivement, la langue particulièrement, et en ce moment même, il y a des enjeux très importants dans la défense de la langue. Et le Canada anglais s'apprête à attaquer une loi qui vise à la protéger davantage, une loi québécoise adoptée à l'heure actuelle. Et donc, on vit actuellement beaucoup d'échanges polémiques et virulents entre le reste du Canada, et surtout Toronto et puis le Québec. Donc, oui, la langue française est très importante pour la littérature et la chanson francophone. Un peu de silence, s'il vous plaît, dans la salle. Oui, donc, cette importance qui est donnée par la population francophone, donc le Québec, nous sommes 8 millions, et la population francophone de langue maternelle, environ 6,5 millions. Et donc, Montréal, où c'est très mélangé, et puis il y a davantage d'anglophones ou d'allophones. Donc, il y a des enjeux très importants sur le plan culturel pour faire en sorte que tout le monde puisse partager un bagage francophone par la chanson, par la littérature, par l'éducation. Alors, c'est à ça qu'on s'emploie en ce moment. Merci. Il y a aussi une structure qu'on n'a pas trop évoquée, c'est ce qu'on peut appeler les écrivains du terroir. Parce que souvent, parfois, il faut avec que l'écrivain soit identifié en terroir. Que ce soit un terroir d'un pays, ou bien un pays, et qu'il soit, parfois malgré lui, identifié comme le porteur, disons, le symbole même de ce terroir. Bon, on peut parler par exemple du terroir Légou. Il y a des écrivains peut-être typiquement Légou qui ont peut-être, en tout cas, dans les œuvres desquelles on peut identifier des éléments de la culture Légou sans que peut-être eux-mêmes aient conscience des forces de ça. On peut parler de la même chose dans vos différents pays. Je ne sais pas si cela vous interpelle aussi. Parce que bon, souvent l'écrivain aussi est utilisé d'une certaine façon peut-être comme son gré, même si ce n'est pas forcément de manière négative. Malheureusement. Oui, ça m'interpelle particulièrement parce que je suis la première écrivaine dans le Nord Cameroun. Il faut rappeler que le Nord Cameroun est d'une culture à majorité islamo-peul, comme nous disons. Donc, islamo-peul dans le sens où tous ceux qui sont musulmans se sont identifiés ou s'identifient à la culture peul. Étant moi-même peul et musulmane, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, eh bien, on ne m'a identifié que par ça, que ce soit au Cameroun, mais finalement ailleurs. Parce qu'au Cameroun, c'était dans la communauté peul, plutôt des critiques, dans le sens où, du moment où je parle de la condition des femmes et que c'est pas très réduisant, ce que quelque part, je, entre guillemets, critiquais notre culture, notre style de vie, nos traditions. Et par rapport à ça, donc je devenais la fille indigne, puisque dans la culture peul, le pulaar était de rigueur, c'est-à-dire l'art de vivre peul, qui, il faut le rappeler, avait
dans les valeurs obligatoires le Saint-Indé, c'est-à-dire la pudeur ou la honte d'avoir honte. Donc il ne fallait absolument pas évoquer certains aspects de notre culture, puisque c'était honteux de parler de ça. Mais notamment quand on est une femme, on ne peut pas parler de polygamie, on ne peut pas parler de la violence faite aux femmes, on ne peut pas parler du mariage précoce et forcé, et surtout, on ne pouvait pas donner le regard de ce que les femmes pensaient. Contrairement aux autres peuples du reste du monde, qui pour eux, je devenais d'un seul coup une fierté, mais également un porte-étendard. Mais moi, je n'avais pas forcément envie d'être ça. Je veux être le porte-parole de personne. Tout ce que je cherchais, c'est partager à travers ma littérature une culture, mais également une problématique qui me tient à cœur, mais aussi finalement une problématique qui tient à cœur de tout le monde. Quand on parle de la violence faite aux femmes, c'est un sujet universel. Ce n'est pas un sujet qui est qu'on va appeler juste aux Africains ou uniquement aux femmes peules ou uniquement aux femmes camerounaises. Non, loin de là. Mais j'ai beaucoup entendu soit des Camerounais du Sud Cameroun qui me disent on ne savait pas que c'était comme ça que ça se passait dans le Nord Cameroun. Heureusement, nous on a de la chance, alors que 56% des femmes camerounaises disent avoir été victimes de la violence de la part de leur époux ou compagnon. Donc ça concerne toutes les femmes. Ou alors des femmes du reste du monde qui vont lire le texte et qui vont dire heureusement que ça ne se passe pas chez nous. Alors que finalement, le rôle de la littérature, c'est vraiment de pouvoir mettre le doigt sur une question universelle qui concerne tout le monde. Mais comme je le disais, je suis quand même également fière de partager des aspects de ma culture, de pouvoir parler, voilà, comme je le fais maintenant, du coup d'un coup, de pouvoir parler, mettre des mots peuls dans mes romans et de les imposer comme tels et de faire en sorte que voilà, je suis fière de ça, je suis fière de le partager avec les autres, mais je ne me sens pas obligée de me justifier, voilà, de transmettre ça ou de me justifier de quoi que ce soit en réalité. Mais c'est vrai qu'on le ressent quand même beaucoup. Quelque part, ça devient même un poids et où on peut même avoir des critiques du genre pourquoi tu ne parles que des peuples ou pourquoi tu ne parles que de la culture peuple, pourquoi tu ne parles que du Nord Cameroun ou de la problématique du Nord Cameroun. Comme par exemple dans mon dernier roman, quand on parle de littérature et conflit, dans mon dernier roman, par exemple, je parle de Boko Haram. De Boko Haram et finalement de l'impact de Boko Haram sur la population et tout ça. C'est quand même dans une œuvre de fiction. Mais c'est comme si on devrait toujours devoir se justifier de pouvoir parler de ces sujets qui nous tiennent à cœur. Merci beaucoup. En fait, moi, je pense que c'est mon quart de sans sérère qui a expliqué le choix de la culture sérère au départ. C'est vrai que c'est après, dans Bayo, que je me suis intéressée à la culture lébou. Mais la plupart de mes romans, que ce soit Le Garde de Secret, La Balade de Sabadon ou Alimilan, parlent de la culture sérère. Parce que j'ai vécu, ma mère est sérère, elle est moitié sérère, moitié dola. Et j'ai vécu cette culture à travers son originalité. C'est une culture qui célèbre la femme. C'est une culture où il y a un régime dès le départ matrilinéaire, où c'est la mère, la femme qui engendre le roi, qui engendre le chef. Parce que le CRR dit toutes les femmes peuvent jurer d'être les mères d'une personne. Aucun homme ne peut le jurer. On ne fait que le désigner. Et j'ai grandi dans cette culture où les femmes sont toutes puissantes, avec mes tantes, mes grands-mères et tout ça. Et je me suis intéressée à ça. C'est vrai que les gens disent que je suis un peu le porte-étendard de la culture sérère. Pour moi, c'est une fierté parce que, bon, c'est ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'originalité de cette culture qui croit en la réincarnation, qui croit à la force de la femme dans la société, qui a une histoire atypique et que j'avais envie de reproduire un peu, d'expliquer aux gens
que quelque part, peut-être que certaines vérités qu'on raconte ne sont pas forcément toutes les mêmes en Afrique. Qu'il y a quand même des femmes qui ont été des femmes fortes, des femmes qui ont dirigé des royaumes, des femmes qui ont dirigé autre chose, qui ont eu des postes de responsabilité à des moments, parce que tout simplement, on leur a fait confiance, leur société leur a fait confiance en tant que femmes. Et c'est vrai que quand vous regardez la balade du Salvador, vous avez le personnage de Maïe, ce personnage qui me rappelle ma grand-mère Mbaké, qui était une femme amazone qui se battait dans l'armée du roi et qui faisait des tournois de lutte à travers tout le pays contre ceux qui étaient les plus connus en tant que femme, parce qu'elle s'habillait comme un homme. Voilà. Ok, merci. On va terminer rapidement par la droite. Donc, est-ce que cette question vous interpelle? Parce que bon, il y a l'idée des messages aussi, dont on a parlé. Mais ça, c'est volontaire. Chez Diallo Oudaba, c'est involontaire. On a voulu en faire un étendard. Chez Sorno, c'est volontaire. Il a voulu réellement porter un message du local vers le global. C'est-à-dire que prendre sa culture locale, en fait quelque chose d'universel, ça le partager avec le grand monde. Est-ce que chez vous, vous avez ressenti ça, ou vous avez vécu ça? Bon, qu'est-ce que vous en pensez rapidement pour qu'on termine ici? Madame Courteau. Oui, merci. Oui, ben, ça demeure l'essentiel finalement de ce travail plus en profondeur et qui va donc en résistance par rapport à un climat social globalisant où donc les dictats de la consommation et du développement extrêmement rapide donc sont aliénants sur la famille, sur les individus et donc écrire en marge, finalement. Peut-être que ça va rester en marge, peut-être que ça va évoluer, mais il faut résolument faire le choix. C'est très clair pour moi, et puis comme poète, donc c'est pour ça que je trouve ça si précieux de partager cette journée avec vous, parce que nos livres ne participent pas vraiment au ce qui est la poésie, au marché du livre international. Et donc, c'est d'une manière élective que les livres trouvent leur lecteur. Et c'est à ça que je crois profondément. Merci. Merci beaucoup, Michel. Alors, je voudrais d'abord rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde a compris qu'il s'agissait d'un premier étage à 30 ans. Naturellement, ma position n'est plus la même. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le métissage. Bien sûr. Voilà. J'ai quand même 40 ans de plus. Si vous aviez eu la même position, vous ne serez toujours pas venu au Sénégal. De toute façon, je serais venu au Sénégal. Et je disais ça quand je rêvais de venir au Sénégal. Donc, voilà. Donc, simplement, voilà. Il y a 40 ans de plus. Le métissage, je le vois d'une toute autre manière. Et c'est vrai que ce qu'on dit, Ruffier, Jean Bernard et Sangor sur le métissage est très très important. En même temps, justement, et là, je reviens à la question qui a été posée, en même temps, ce que disait Sangor, c'est que pour arriver à ce métissage, il fallait que chacun reste enraciné dans sa culture, voilà, dans ses origines, et que c'était très très important de garder ce sang irréductible. Je cite un vers des Chants d'ombre, le sang irréductible. On le garde, et en même temps, effectivement, il y a métissage. Et tu as raison, il y a métissage tout le temps. Alors vous savez qu'en France, il y a un parti qui s'appelle le Rassemblement National, le Front National, et qui considère qu'il y a des Français purs. Voilà, ça n'existe pas. Ça n'existe pas depuis très longtemps. Voilà, le français c'est une terre, la France c'est une terre de métissage. Il y a plein de gens qui sont passés en France et qui se sont mélangés. Voilà, c'est tout. Un pur français. Je suis sûr que Madame Le Pen, elle a un arrière-ancêtre qui peut-être des tirailleurs sénégalais ou voilà. Je crois qu'il faut le dire, ça. C'est très très important. Et donc effectivement, il faut s'enraciner. Et c'est important que chaque terroir, c'est le mot que tu as employé tout à l'heure, que chaque terroir garde son identité. Voilà. Et ça peut être
à l'intérieur même d'un même pays. Alors moi, j'habite en Bretagne, et vous savez que la Bretagne a une identité très très forte. Il y en a qui à un moment donné réclamaient son autonomie, voire son indépendance. Hein, mais c'est vrai que, par exemple, quand dans les années 70, Pierre-Jacques Cazelias a publié Le Cheval d'Orgueil, eh bien ce Cheval d'Orgueil a été lu quasiment par tous les Français et accepté par tous les Français. Et les Français ont découvert une humanité, tu as employé le mot tout à l'heure, voilà, l'humanité. L'humanité, c'est quand même ce qui nous réunit, nous, citoyens du monde. Voilà, nous sommes citoyens d'un endroit, d'une terre, et en même temps, citoyens du monde, nous sommes tous citoyens du monde, nous sommes tous dans cette humanité, et ce qui est intéressant, c'est que chaque singulier rencontre cette humanité. Et je vais citer un exemple très simple qui est tout à fait contemporain aujourd'hui. Je ne vais pas faire appel à un poète là, mais à une romancière française, très très connue aujourd'hui. Elle s'appelle Annie Ernaux. L'écriture d'Annie Ernaux, c'est à la limite de la littérature. C'est de l'ethnosociologie, voilà. Ethnosocio-littérature, je ne sais trop comment on peut l'appeler. J'ai une grande admiration aussi pour elle, je tiens à le signaler. Et d'un certain point de vue, de mon point de vue, elle fait un petit peu la même chose que moi, petit poète. Elle fouille dans ses origines, elle fouille dans ses tripes, et ce qu'elle en sort, eh bien, un public très très large s'y reconnaît. Voilà. Et elle fouille vraiment, alors, dans l'intime social, par exemple dans la classe, hein, et dans l'intime amoureux, dans une passion sainte, par exemple, dans le dernier ouvrage qu'elle vient de publier, Le jeune homme. Hein, et voilà, c'est une écriture quasiment confidentielle et qui rencontre un très large public. Là aussi, c'est un moyen pour moi de me retourner par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Monsieur Président, pour terminer. Moi, je m'en suis toujours voulu un peu de ne pas écrire dans ma langue maternelle. J'ai souvent pensé à ça. Mais qu'est-ce qu'on voulait, j'y peux rien. J'ai été élevé par un père anticolonialiste, qui était un père anticolonialiste qui m'a élevé à la coloniale. Donc, c'est vrai, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la langue française et qui haïssait tous les informalismes, toute la France, toute l'Europe, etc. Dans cette contradiction-là, mais qui aimait beaucoup la langue française. Mais je me suis dit, en même temps, comme on dit en français, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Ça m'a permis aussi de présenter ma culture nomade, ma culture bédouine, un monde que pratiquement personne ne connaît, et surtout un monde dont on parle des étrangers qui ne connaissent pas. Des touristes qui passent, des gens qui passent et qui écrivent sur le nomadisme comme s'ils connaissaient, alors qu'ils ne connaissaient rien. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu écrire en même temps en français que dans ma langue maternelle, mais ce n'est pas possible pour moi. N'est pas Bakar Boris Diop qui veut. Sinon, j'aurais bien voulu tout ça. Donc, j'ai vu mes contradictions, et parfois, au matin, quand je me réveille, je découvre que j'aime beaucoup mes contradictions. Bonne manière de terminer, parce que les contradictions n'en sont pas en réalité. Mais ce que je disais tout à l'heure, M. Alex, je pense que le sang irréductible, c'est quand même un mythe. Je pense. Maintenant, le mythe, ça dépend quel usage on en fait. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de sang irréductible. J'ai dit tout à l'heure, on est toujours produit de plusieurs sédimentations. Le sang irréductible de Thomas Senghor, c'est certainement un mythe, mais tout dépend de ce qu'on fait avec lui. Si on utilise le mythe pour mobiliser les gens dans un but politique, il n'y a pas de problème. C'est ce que Senghor fait. Si on utilise le sang irréductible pour aboutir au Rwanda, là c'est autre chose. Voilà, là c'est problème. Là c'est problème. Mais c'est vrai, même la question de la culture originale, on peut toujours l'interroger. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours des aspects, disons, plus ou moins identifiables, mais en réalité, une culture originale, est-ce que ça existe? Ça, c'est bon.
Mais on a tous besoin quand même de catégories, parce que la pensée humaine fonctionne comme ça. On a besoin de catégories pour pouvoir réfléchir, pour avancer. Il faut qu'on casse des choses dans les catégories, mais en réalité, ces catégories-là sont toujours, disons, détruites en marchant. mais bon, on a besoin de ça. Vraiment, bon, on va terminer sur ça. Je pense que les mots qu'il faut retenir, c'est que les passerelles sont nécessaires. La littérature permet effectivement les passerelles. La littérature est un terrain de rencontre des cultures et certainement un terrain potentiel de compréhension entre cultures. Pour être créateur, il faut de la générosité. C'est quand on est généreux qu'on peut jeter des ponts, qu'on peut accepter l'autre. Évidemment, la littérature n'est pas la panacée, puisqu'elle est un aspect de la vie, elle n'est pas toute la vie, mais elle reflète assez bien la vie. Moi, je pense que c'est en lisant Murambi, le vocabulaire, que j'ai compris le génocide du Rwanda. Et on comprend mieux le génocide du Rwanda en lisant Murambi qu'en lisant 100 rapports des Nations Unies. Donc c'est ça, je pense qu'on va peut-être clore sur ces propos-là. Les derniers propos de Beyrouth, qui constate qu'il n'est pas, en fait, qui se réveille en constatant ces contradictions, mais en les aimant. L'essentiel, c'est d'aimer les choses. Voilà, je vous remercie.